Jean-Paul Jouary, bonjour et merci pour ce nouvel échange consacré à tout ce que la philosophie peut apporter à nos vies quotidiennes et à notre temps. Avec aujourd'hui un sujet à la fois général et en même temps plus sensible peut-être que les autres concernant la place des femmes dans la philosophie et les philosophies des femmes. Existe-t-il d'ailleurs des philosophies de femmes ou les philosophies de femmes ont-elles une vocation universaliste? Qu'en a-t-il été et qu'en est-il aujourd'hui? Votre livre Vivre et penser dans l'incertitude consacre un chapitre à cette question et c'est vrai qu'on est assez frappé quand on est néophyte, par le faible nombre apparent tout au moins de femmes philosophes dans l'histoire. On pourrait citer un grand nombre de femmes écrivains, d'auteurs, d'autrices. Vous en citez d'ailleurs un certain nombre, Emily Dickinson, Virginia Woolf, George Sand, Colette, Jane Austen, Lou Andreas Salomé, j'en passe et des meilleurs, mais en philosophie, on est un peu plus sec en première approche. Alors, que se passe-t-il? Quelle est cette énigme et comment rendre compte, au fond, de la faible place, tout au moins en apparence, des femmes dans la philosophie? Et ensuite, on verra peut-être ce que peuvent nous apporter les femmes, néanmoins, qui ont écrit de la philosophie, car on va découvrir qu'il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Déjà, il y a une première réponse à votre question, c'est que l'histoire de la philosophie, c'est comme l'histoire des sciences, ça a été écrit par des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une domination sociale, politique, culturelle dont on pâtit les femmes, et il aurait été extraordinaire qu'elles n'en aient pas pâti en philosophie. Ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur cette question, c'était d'abord mon ignorance. En tant que professeur de philo, c'est vrai que je me souviens quand j'enseignais en terminale, il n'y avait aucune femme dans le programme. On ne pouvait pas présenter une philosophe femme au bac. Parce que ça signifiait clairement qu'il n'y en avait pas. Ensuite, on a introduit Hannah Arendt et Simone Weil, avec un W, pas la ministre. Simone de Beauvoir aussi, un peu plus tard peut-être? Non, je crois pas. Peut-être. Alors là, je ne sais pas, parce que je n'ai plus enseigné ensuite en terminale, je ne sais pas, il faudrait voir. N'empêche que, même si on considérait 3, 4, 5 femmes par rapport aux 90 hommes, ça induit une certaine idée de l'incapacité des femmes à se faire œuvre en philosophie. Et ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler donc sur cette question, c'est d'abord une première chose, c'est qu'on a coutume de considérer Socrate comme le premier philosophe moderne et auquel tout le monde se réfère. Quand on y regarde de plus près, Socrate a été éduqué lui-même, on ne comprendrait pas. Il a été éduqué par une femme, Aspasie, qui avait éduqué Périclès. Aussi. Alors cette Aspasie de Milet à laquelle vous consacrez quelques paragraphes qui vous tient à cœur manifestement, mais qui apparaît quand même comme une énigme, c'est-à-dire on ne sait pas, on la voit revenir à plusieurs reprises, mais on ne sait pas trop ce qu'elle pouvait dire ou penser exactement. Platon... On n'a plus les écrits d'Aspasie de Milet, les écrits n'existent pas de ce qu'elle aurait pu dire. Voilà. Mais Socrate n'a jamais écrit une ligne. Non plus. Voilà. Et donc on connaît toute la pensée de Socrate qui n'a rien écrit, toute la pensée de Diogène qui n'a rien écrit, toute la pensée de Jésus qui n'a rien écrit, et je ne dis pas ça par hasard, parce qu'il se situe dans une, qu'on soit croyant ou non, dans une lignée philosophique qui passe par Socrate, Diogène, etc. Et donc, quand une femme n'écrit pas, elle disparaît. Quand une femme écrit, elle disparaît aussi. Et c'est là ce qui m'a frappé, c'est que j'ai listé, grâce à certains travaux, de Gilles Ménage, etc., une centaine de femmes philosophes dans l'Antiquité. Il y a Aspasie, mais il y a aussi Hipparchia, qui vivait avec Cratès, qui n'a rien écrit. Mais on a toutes les paroles et les actes de Cratès, et d'Hipparchia, on a une ou deux petites choses. Et donc, quand on fait la liste des femmes pythagoriciennes, Sérénaïques, etc., on s'aperçoit qu'il y a eu autant de femmes que d'hommes philosophes, jusqu'à Hypatie, au IVe siècle, qui est sans doute la plus grande philosophe à l'époque, qui dirige tout le centre d'Alexandrie, le Muséum, qui est massacré par les chrétiens, par des moines chrétiens, et qui avait beaucoup écrit. On n'en regarde pas une ligne, pas un mot.
Oui, donc c'est-à-dire que c'est l'histoire qui a... Qui balaye, c'est ça. Ouais. L'histoire a balayé. Alors, ces femmes-là, on pourrait dire, oui, mais c'est l'Antiquité. Alors, c'est vrai que les églises, les religions ont considéré les femmes comme inférieures et servantes de l'homme. Et donc, c'est pas tant qu'on les a censurées, c'est qu'elles n'avaient même pas le droit de lire et écrire, bien souvent. Mais malgré ça, on trouve, comme par hasard, enfin, en plein Moyen-Âge, Héloïse, la maîtresse et femme, épouse d'Abélard, bon, on peut considérer que c'est une vraie tête philosophique, autant que son mari. On ne garde que l'œuvre d'Abélard, bien sûr, mais quand on continue dans l'histoire, on s'aperçoit que quand les femmes ont voulu imprimer leur marque dans la culture, dans la pensée, je pense aux Béguines, par exemple, au Moyen-Âge, bon, elles étaient massacrées, 150, 200 000, parce qu'elles faisaient vœu de chasteté et de pauvreté au moment où... Bon, voilà. Et l'Église les a massacrées. Les sorcières, soi-disant sorcières, là-dedans il y avait beaucoup d'intellectuels. Et c'est vrai que, y compris un homme qui défend la place des femmes, Jean Vire par exemple, qui est le premier à protester contre la chasse aux sorcières, qui mine de rien a vu entre 600 000 et 800 000 femmes brûlées vives en un petit siècle. Jean Vire, qui prend leur défense, eh bien, était l'élève d'Agrippa de Nettesheim, qui était un philosophe féministe, qui a écrit sur l'égalité des hommes et des femmes, etc. C'est-à-dire que dans les moindres détails, la persécution a marqué les femmes, mais aussi les hommes qui prenaient le parti des femmes. Et ce jusque, on peut dire, 17e, 18e siècle. Mais malgré tout, y compris au 17e, 18e siècle, certaines femmes étaient dans l'ombre de philosophes tellement prestigieux qu'elles ont osé publier quelques textes. Je pense à la maîtresse de Montaigne, Marie de Gournay, donc, qui surnage parce que c'est grâce... Qui aimait les textes de Montaigne et qui aimait Montaigne aussi. Voilà. Qui a fini par aimer Montaigne. Il y a Élisabeth de Bohême et Christine de Suède, on les connaît parce qu'elles correspondaient avec Descartes. Donc elles ont fini par... Voilà. Et puis il y en a d'autres. Anne-Marie de Schurman, que je trouve extraordinaire, à Utrecht, dans l'actuelle Allemagne, qui a le droit d'assister à des cours de philosophie dans un amphithéâtre à l'université, à condition d'être dans une cage et derrière un rideau. Qu'on ne puisse pas dire qu'il y a une femme présente. Elle est présente, absente. C'est vraiment le sort des femmes dans la philosophie. Elles sont toujours présentes, absentes. Les femmes sont reléguées hors de la sphère publique, pour dire les choses, y compris quand elles pensent, et y compris quand elles écrivent, quand elles publient, quand elles écrivent des livres. Voilà, leurs textes sont rejetés, au fond. C'est ça, pendant très longtemps. Qui connaît le nom d'Émilie de Châtelet? Alors elle a réussi. Ah oui, alors celle-là, nous l'aimons beaucoup aussi. C'est la maîtresse de Voltaire. Voilà, oui. Voilà. Elle a vécu avec lui apparemment. Elle a vécu avec lui. Oui. Qui sait que c'est elle qui a traduit les principes mathématiques de Newton en France? Alors Émilie du Châtelet nous intéresse notamment parce qu'elle a écrit en 1779 son discours sur le bonheur, et elle dit, alors et c'est en résonance avec ce que vous venez de dire, pour accéder au bonheur, il faut se lancer dans l'étude, étudier les textes, étudier le savoir, chose dont vous venez de nous dire que les femmes pendant très longtemps étaient écartées. Totalement. Donc c'est intéressant à un double titre, alors d'une part parce que elle fait peut-être partie de celles dont le nom peut être présent à l'esprit, et puis aussi elle a une véritable, alors je ne sais pas si j'ai d'une philosophie, mais enfin une réflexion sur le bonheur. Oui, sur le bonheur, mais c'est ce qui m'a frappé, c'est très émouvant. Ces femmes qui essayent de vivre intellectuellement et de faire œuvre, elles lient l'oppression des femmes à l'impossibilité du bonheur. Et la plupart demandent, ils s'adressent aux femmes qui savent lire évidemment de l'époque, dire voilà, dans la sphère extérieure, dans la sphère sociale, dans la sphère politique, vous n'aurez pas de liberté. La seule liberté qui peut fonder votre bonheur, c'est le fait de vous cultiver, de réfléchir, de vous nourrir aux plus grandes pensées. Ça a été, la philosophie a été un mode de résistance. Et c'est ce que j'ai trouvé assez extraordinaire chez les femmes qui avaient les moyens évidemment de lire ou de transmettre des pensées. Ce qui était quand même une infime minorité, c'est sûr. On peut dire que la philosophie, pour certaines d'entre elles, aurait pu être ou a été une arme dans leur... pour exister tout simplement. Pour exister. Oui. Et elles l'ont écrit. Et elles ont écrit comme... une sorte de bouée de sauvetage pour ne pas se noyer dans la domination masculine.
même quand elle vivait avec un homme féministe, puisque bon, les hommes que je citais tout à l'heure l'étaient, la philosophie leur a permis effectivement d'exister et d'accéder à leur bonheur. Au XVIIIe siècle, il y a une femme que je trouve extraordinaire. Il y en a plusieurs. Il y a Woolcraft, il y a Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, qui est quand même la femme qui a écrit la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne, et qui disait les femmes ont le droit de montrer à l'échafaud, donc elles ont le droit de parler aussi à la tribune, disait-elle, qui a pris parti contre l'esclavage des Noirs. Elle écrit une pièce de l'esclavage des Noirs qui devait être jouée à la Comédie Française, et les acteurs ont fait grève parce qu'ils ne voulaient pas. C'était extraordinaire, cette femme extraordinaire qui a fini par être guillotinée en pleine Révolution française, qu'il ne faut pas idéaliser, même si c'est un événement extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Olympe de Gouges, elle a été quand même... Cette femme avait des prétentions littéraires et philosophiques. D'ailleurs, elle a dit qu'elle mourait pour des raisons philosophiques et qu'elle demandait aux femmes de s'en inspirer et aux hommes de s'en inspirer aussi. Et donc, il y a toutes ces... Et alors, il y a des cas, pour finir, des cas quand même très singuliers. C'est Henriette Taylor, qui devient Henriette Mill, qui épouse John Stuart Mill, philosophe anglais du XIXe siècle, fondateur de l'utilitarisme, etc., et grand féministe. Et donc, ils se trouvent mari et femme à écrire ensemble. Et ils écrivent par exemple un livre de l'assujettissement des femmes, un autre livre sur l'égalité des hommes et des femmes. Et tout le monde sait, par l'entourage, qu'ils l'ont écrit ensemble. Et elle a toujours refusé de mettre son nom à côté de son mari, celui de son mari, en disant « mais non, c'est lui qui a tout fait ». Ça nous amène à l'intériorisation par les femmes de leur propre infériorité philosophique. Ça a été un puissant moteur de domination masculine dans ce domaine comme dans d'autres. Et lui insistait pour qu'elle mette son nom. Elle disait mais non, l'essentiel vient de toi. Elle a refusé. Et ça pour moi c'est une leçon. C'est que lorsque les femmes intériorisent leur assujettissement, cet assujettissement devient irréversible. Et pourtant c'est une grande philosophe. Et puis bon, ensuite il y a des choses qui me fascinent quand même. Hannah Arendt, qui est une des plus grandes philosophes, tous sexes confondus du XXe siècle, qui pose la question, y aura-t-il un jour une femme philosophe Sous-entendu, parce qu'elle a dit, je n'ai jamais connu le problème de la domination masculine, familialement, personnellement, et elle estime qu'elle n'est pas philosophe, ce qui est quand même un symptôme terrible. Et Simone de Beauvoir, quand elle rencontre Sartre, elle pense que la philosophie c'est lui, et elle, ce sera la littérature et la biographie. Et elle-même se dit que, comme toutes ces femmes philosophes, qu'elles font des philosophies de femmes. C'est ça. Comme si la domination de plus de la moitié de l'humanité par les hommes n'était pas un problème universel. Autrement dit, Rousseau, puisqu'il lutte pour la défense des pauvres, c'est pas universel puisque c'est la défense des pauvres. Personne n'oserait dire ça. Mais s'il s'agit des femmes, les femmes elles-mêmes considèrent que les livres qu'elles ont écrits sur le sort des femmes, ce n'est pas de la philosophie parce qu'il n'y a que des problèmes universels dans la philosophie. Et ça, c'est une leçon terrible qui aujourd'hui tend à s'effacer. Il faudrait voir de plus près, puisqu'aujourd'hui il y a autant de femmes que d'hommes philosophes, bien que on voit surtout des hommes, y compris dans les médias, etc., et que les femmes se préoccupent beaucoup du sort des femmes. Il y a des raisons à ça, c'est que le problème n'est pas réglé. Mais en même temps, ça veut dire aussi que nous avons besoin, au XXIe siècle, de prendre conscience de ce qui a fait qu'on a effacé la pensée philosophique des femmes. Il y aurait peut-être eu moins de pensée guerrière, moins de racisme, moins de pensée dominatrice, etc., si les femmes avaient obtenu une plus grande place. Mais ça, elles l'obtiennent par des actions, des pratiques, des luttes, des protestations, voilà. Ça rejoint un peu une question sous forme d'affirmation. Ça rejoint au fond un peu votre vision d'une philosophie qui est nécessaire pour améliorer la condition humaine, on va dire. C'est-à-dire que ces femmes, vous citiez Émilie du Châtelet, Simone de Beauvoir, qui ont écrit, au fond,
souci de la réflexion, mais aussi comme plaidoyer en faveur des femmes. Pour elle, la réflexion, la philosophie étaient des vecteurs d'émancipation d'une certaine manière. Et donc ce que vous dites là, à travers cette vaste fresque ramassée, merci pour ça, en quelques minutes, de la philosophie des femmes, c'est au fond que on a besoin d'une philosophie dont le champ puisse être le plus étendu possible, une sorte d'extension du domaine de la philosophie, parce que ça libère bien sûr la réflexion, mais ça peut aussi libérer des publics, des catégories, en l'occurrence des femmes, qui n'ont pas eu dans l'histoire l'accès à la parole publique qu'elles méritaient. Totalement. Et la philosophie est un combat, c'est ce que vous diriez? Oui, c'est un combat déjà contre soi-même, contre tous ces préjugés, tout ce qu'on a intériorisé, toutes les impuissances que nous construisons nous-mêmes dans un contexte donné, ces soumissions aux logiques ambiantes qui font depuis toujours que, loin de vouloir une justice et l'égalité pour tous, on essaye surtout d'être du bon côté. Et donc les femmes, elles, n'ont pas eu ce choix. Elles n'ont pu penser que pour leur survie, pour leur existence. Et il y a quelque chose qui symbolise ce combat, c'est quand même l'Antiquité grecque. En Grèce, les femmes athéniennes n'ont pas le droit de sortir, c'est pire que chez les talibans, elles n'ont même pas le droit de sortir dans la cour, de faire qu'un garçon de la famille les voit. Donc, mais les métèques, celles qui ne sont pas athéniennes et qui vivent là, ont toute liberté. Ah oui. Aspasie était métèque. Hipparchia était métèque, si je ne sais pas. En tout cas, elle est partie nue dans la rue avec Cratès pour montrer qu'il y avait des choses plus scandaleuses que la nudité. Et ce qui me frappe, c'est que les grandes écoles philosophiques de l'Antiquité, je pense à Socrate, je pense à Diogène, je pense à Épicure, ont enseigné aux esclaves, aux métèques et aux femmes, à tous les exclus de la citoyenneté à Athènes. Ça veut dire que la philosophie a été vécue par ces femmes qui étaient femmes des rues, femmes prostituées, esclaves domestiques, etc. Elles ont vécu la philosophie comme un moyen de s'affirmer. Et dans l'Antiquité, jusqu'au IVe siècle, on trouve des femmes qui philosophent partout, qui prennent la parole dans les assemblées philosophiques, etc. Ensuite, c'est fini. Sinon, de toute façon, on les supprime, on les écarte. Il est quand même significatif que les combats des femmes aient marqué toutes les libérations sociales. La Révolution française, ça commence avec une immense pétition des femmes, des ouvriers et artisans de Paris. Quand on voit, j'enseigne en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Grand Bassam, il y a une sculpture, la première femme manifestante contre le colonialisme, c'est une femme. On voit des femmes, des manifestations, comme dans le printemps arabe, aussi bien en Tunisie qu'en Algérie, en Égypte, on a vu des manifestations de femmes. Les femmes ont pris part à tous les combats émancipateurs, y compris dans la résistance, etc. Et la philosophie, eh bien, elles y accèdent aujourd'hui de plein droit et avec un talent, c'est normal, égal à celui des hommes philosophes et des étudiantes philosophes, etc. Et des étudiants philosophes, d'une façon très spontanée et naturelle. Cette chose-là ne doit pas faire oublier qu'il y a quand même des systèmes de domination intellectuelle, il y a qu'à voir dans les médias d'ailleurs, qui font que les femmes qu'on fait parler, on les fait surtout parler des femmes. Mais peuvent parler des théories des sciences, peuvent parler de morale, d'éthique. Voilà, il y a des femmes au comité d'éthique maintenant, évidemment, il y en a même à l'Académie française, donc il peut y en avoir partout. Mais je pense que c'est un combat qui n'est pas fini et j'ai voulu publier ce chapitre parce qu'on écrit peu là-dessus, en tout cas peu d'hommes, mais pas, je ne vois pas plus d'une dizaine de femmes qui s'attellent à cette question, y compris, et que ça me paraît être une question décisive, pas seulement pour les femmes, mais pour l'avenir de la pensée, l'avenir de la philosophie et pour l'avenir de la cité. C'est très clair, à la fois une philosophie qui puisse être émancipatrice et en même temps aussi une prise de parole dans l'espace public qui puisse être légitime. Et vous dites que le combat, d'une certaine manière, n'est pas achevé, des progrès ont été faits, mais enfin il y a une longue histoire quand même de domination, ou tout au moins d'impossible accès, soit à la philosophie, soit à l'expression publique. Voilà, et ce sont sur ces deux fronts, et la philosophie comme moyen d'émancipation, et aussi l'expression publique, que le combat doit continuer en faveur des femmes. Des femmes qui restent femmes. Je voulais ajouter une chose qui m'a frappé, c'est que
une grande majorité de ces femmes philosophes s'habillaient en homme, fumaient la pipe, se déguisaient en homme pour manifester leur volonté d'oublier leur corps de femme. Elles n'étaient pas que des apparences ou des objets de désir ou des talentueuses couturières, mais voilà, y compris Simone Veil refuse la sexualité. Je ne suis plus une femme, j'oublie mon corps. Une négation de soi. Ouais, Christine de Suède a quitté son trône et est partie faire de la philosophie en Allemagne, déguisée en homme, enfin habillée en homme, déguisée en homme. Et heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet. Elle pense pouvoir être femme en même temps que philosophe. Tout à fait. Écoutez, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Jean-Paul Joiry pour ce nouvel entretien Bloom Time réalisé par Lucia Socias et François Miquet-Marty. Merci infiniment Jean-Paul Joiry. C'est moi qui vous remercie.